Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Philippe Chevalier moi-même. Donc, on est heureux de vous accueillir à cette réunion SFAF, alors un petit peu particulière, mais qui est dans la logique des événements. Donc, j'espère que ça nous permettra malgré tout de voir nos échanges traditionnels et que voilà. Donc, c'est la présentation des résultats annuels 2019 et comme tous les ans. Moi, je vais vous présenter, j'allais dire, les faits marquants de l'entreprise, et Philippe vous détaillera les éléments financiers de cet exercice. Donc, les faits marquants de l'année. Donc, on a mis le titre « Les fruits d'une stratégie constante ». Moi, je voudrais vous rappeler que autour de 2009-2010, on a fait un choix stratégique qui était de parier sur le retour du nucléaire. À l'époque, pour plusieurs raisons, on voyait arriver la fin de la vie des centrales françaises et que de toute façon il allait se passer quelque chose en France, soit prolonger la vie des centrales et donc ce qui représentait beaucoup d'investissements, soit la construction de nouvelles centrales. Et puis à l'échelle mondiale, il y avait effectivement beaucoup de projets qui se discutaient au sein de l'AIEA, etc. Et à l'époque, on avait estimé qu'il y aurait probablement une pointe d'activité au niveau mondial autour de 2017-2018. Bon, il se trouve qu'en 2011, il y a eu Fukushima. Ça a un peu refroidi les ambitions d'un certain nombre de pays parce que c'était un choc psychologique important. Pour autant, à la même période, commençait à monter la problématique du climat. Et aujourd'hui, on est dans la situation suivante, c'est que on considère que le pari qu'on a fait sur le nucléaire est un bon pari, qui a aujourd'hui des raisons encore beaucoup plus fortes que celles qu'on pouvait avoir. Simplement, le point d'activité qu'on voyait vers 2017-2018, je me souviens d'avoir dit ça ici à ce pupitre, on la voit aujourd'hui plutôt en 2025. Alors, ce choix du nucléaire, donc, pourquoi? Parce qu'effectivement, la conviction que dans le cadre de la transition énergétique, de toute façon, le nucléaire est une des rares sources d'énergie quasiment totalement décarbonée. En tout cas, quand elle est en production, elle est décarbonée. Et que la seule vraie alternative au nucléaire, ce sera le gaz, dès lors que tout le monde est d'accord pour qu'on ait le charbon. Donc, cette vision-là. L'autre vision, c'est de dire en tant qu'un système, on a un passé nucléaire, c'est-à-dire qu'on a un corpus de compétences qui a 30 ans. On est une des rares sociétés à avoir ce profil-là. Par ailleurs, être français est un avantage puisque EDF est quand même le plus gros opérateur nucléaire dans le monde. De temps en temps, on l'oublie. Même si dans certains pays comme les États-Unis, il y a plus de centrales nucléaires, EDF est le plus gros opérateur au monde avec 57 réacteurs, et nous avons une relation privilégiée avec EDF. Alors, à l'époque, le choix qu'on avait fait, c'était de dire, on veut pas être lié à une technologie, on veut pouvoir travailler sur toutes les technologies, et notre ambition sera d'essayer de participer à tous les nouveaux projets nucléaires dans les nouvelles constructions dans le monde, et par ailleurs, d'être un acteur privilégié de ce qui va se passer en France, soit dans la prolongation de la vie, soit dans les nouveaux investissements. Et aujourd'hui, eh bien, j'allais dire qu'on on commence déjà à récolter les fruits de cette stratégie, puisque en particulier le développement à l'international des systèmes, alors je dirais pas qu'il nous surprend puisqu'on a tout fait pour ça, mais c'est vrai qu'il est au rendez-vous. Et l'avantage de ces projets, c'est que ça nous donne une grande visibilité moyen terme, qu'aujourd'hui, ça nous permet de construire un avantage concurrentiel qui est d'avoir des compétences, parce qu'un des grands sujets du nucléaire, puisque pendant plusieurs décennies, il n'y a pas eu d'investissement, aujourd'hui, manifestement, ça va repartir de façon assez forte, alors assez forte à l'échelle de temps du nucléaire. Donc les vainqueurs sont ceux qui auront les compétences, et aujourd'hui, on est en train de construire un réseau de compétences, à la fois des expertises centralisées, et puis la capacité à les décliner localement, mais ça, on vous le présentera plus en détail, ce qui fait que tout ça se traduit
par des résultats cette année qui sont de très bonne tenue, qui nous, je vous dirai à la fin, qui nous permettent d'envisager aussi dans le futur. Alors attendez, je vais essayer d'avancer, voilà, d'avoir une bonne visibilité sur ce qui va se passer dans le futur, et que aujourd'hui on a des diversifications, bon, on en parlera, mais ces diversifications, elles sont cohérentes avec ce qu'on fait dans le nucléaire, en particulier dans l'ingénierie des transports. Et donc, la problématique des systèmes aujourd'hui est plutôt comment, avec les expertises qu'on a pu acquérir à la fin du siècle précédent, si on veut parler un peu comme ça, comment les transformer en outils au goût du jour. Et un des grands challenges des systèmes aujourd'hui, c'est effectivement la construction d'outils digitaux qui sous-tendent nos méthodologies. C'est-à-dire que les technologies nucléaires en tant que telles, elles n'ont pas changé depuis 30 ans. Par contre, la façon de concevoir, de construire, d'exploiter aujourd'hui est en train de s'en transformer de façon considérable, j'allais dire à cause, mais grâce au digital. Et notre enjeu aujourd'hui, et je crois qu'on est au rendez-vous, c'est effectivement comment est-ce qu'on digitalise toute notre expertise pour renforcer notre positionnement dans cette industrie. Voilà ce que je peux vous dire en introduction. Donc, vous voyez, on vous a mis quelques commentaires, mais c'est jamais que la déclinaison de ce choix stratégique. Et donc, Philippe, maintenant, va vous présenter tout ça en chiffres, et je reviendrai faire une brève conclusion sur les perspectives. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de... Voilà. Non, pas du tout. Quoi? Alors, ça, voilà. Excusez-moi, je suis désolé. Donc, un petit mot, malgré tout, sur l'application de la norme IFRS 16. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Et nous considérons qu'elle a de tels effets de distorsion sur la présentation des états financiers que nous vous présentons des éléments dépollués de son incidence, notamment sur les l'EBITDA et le free cash flow. Donc les chiffres clés 2019, le chiffre d'affaires est de 497,5%, plus 12%, je vais y revenir rapidement. Le free cash flow sur 24 mois, comme vous vous en souvenez peut-être, nous avions indiqué qu'il y aurait un déséquilibre significatif entre le cash flow 2018 et le cash flow 2019 pour des raisons principalement d'avance sur un gros contrat en Arabie Saoudite encaissé fin 2018, dont l'effet s'inverse en 2019. Donc nous vous avions indiqué que notre objectif c'était de générer plus de 6% de free cash flow sur l'ensemble du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période de 24 mois. La réalisation est de 6,5% du chiffre d'affaires ce qui représente 100% du résultat opérationnel d'activité de la même période de 24 mois. Le repas, donc je vous rappelle que notre repas c'est le résultat opérationnel d'activité, il inclut les mises en équivalence liées à l'activité, or bien entendu expliqué au groupe. Le repas est de 35,2 millions d'euros, 7,1% du chiffre d'affaires, plus 32% par rapport à l'année dernière, sachant que au niveau du repas, l'incidence du IFRS 16 est limitée puisqu'il s'agit de 0,5 millions d'euros. Et le résultat net, et on va revenir à son détail, est de 27,9%, 5,6% du chiffre d'affaires et en progression de 40%. Alors, le chiffre d'affaires maintenant. Le chiffre d'affaires, la croissance organique est de 10%, l'effet périmètre est d'1%, la variation des taux de change est d'1%. Au total, la croissance est de 12%. Comme vous le voyez, cette croissance, elle est intégralement sur l'énergie infrastructure. Ça fait, puisqu'il y a 54,9 millions d'euros sur une variation totale de 53.
Vous allez sur ces 54,9, il y a un chiffre tout à fait central, c'est que le nucléaire passe de 251 millions d'euros à quasiment 302, c'est-à-dire la quasi-totalité de la croissance est enregistrée sur notre secteur d'ingénierie nucléaire. Donc le repas, idem, hein, la variation du repas, c'est INI pour 9,6 millions sur un total de 8,6 millions. L'incidence, une fois de plus, d'IFRS 16 sur ces 9,6 millions, c'est 0,5. L'incidence de l'IFRS 16 est totalement concentrée sur énergie infrastructure. Mais vous voyez que la progression à nouveau est de 32%. Alors, le chiffre d'affaires d'énergie infrastructure. Donc le chiffre d'affaires nucléaire, comme je viens de le dire, il progresse de quasiment 51 millions d'euros, 20%, plus de 20%, dont 18,6% de croissance organique, et un petit peu d'effet périmètre et d'effet de la variation de taux de change. Ce qui est important, un autre élément à noter, au-delà de la vigueur de cette croissance, c'est qu'elle est quasiment équilibrée entre France et international, c'est Royaume-Uni et Moyen-Orient, et il inclut Turquie. Donc je vous rappelle qu'on est présent au Royaume-Uni, on est présent aux Émirats Arabes Unis, on est présent en Arabie Saoudite, on est présent en Turquie, et on a un pied maintenant en Égypte. Le chiffre d'affaires d'ITNI, lui, n'est en progression que un petit peu moins de 3%, avec 4 millions d'euros. Et là, nous avons l'impact de la sélectivité des offres en matière d'ingénierie hors nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire, la sélectivité des offres? Ça veut dire que nous accélérons, par exemple, Dominique l'a dit, l'ingénierie de transport public, et nous décélérons sur certains secteurs, soit de la sélectivité forcée, ça reste le cas de l'ingénierie des turbines à gaz à Belfort, puisque, comme vous le savez, General Electric a des difficultés commerciales, puisque les clients ne commandent plus de turbines à gaz en l'état actuel des choses, mais aussi de la sélectivité choisie dans certains domaines, par exemple comme l'ingénierie building infrastructure building infrastructure engineering, où nous nous concentrons quasiment exclusivement maintenant sur des bâtiments complexes, type bâtiments pour la défense ou bâtiments avec contraintes de sécurité d'accès très fortes. Nous sommes extrêmement sélectifs sur toute autre forme de building infrastructure engineering. L'accélération, un des points importants, c'est l'accélération marquée de l'activité de building infrastructure de Radicon au second semestre. On espère que cette accélération va se confirmer en 2020, même si évidemment il y a une interrogation sur l'impact de la chute récente des prix du pétrole sur l'activité d'infrastructure en Arabie Saoudite. Donc le résultat opérationnel d'activité, là les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, le forte progression du repas en valeur sur INI, puisque c'est plus 35%, et on marche sur le chiffre d'affaires, puisque on revient au-dessus de 8%, 8,3%. Là, c'est une marge avec laquelle on est confortable, comme on dit en anglais, pardonnez-moi de l'anglicisme, puisque c'est notre niveau de marge, c'est notre niveau de marge cible sur INI, c'est entre 8 et 9%. Ou plutôt 8,5 à 9%, si on veut, comment dirais-je, prendre en compte les progrès en cours sur l'ingénierie hors nucléaire. Sur le staffing maintenant. Le staffing a connu une baisse de l'activité à taux de change constant, puisque vous voyez la baisse sur le chiffre d'affaires publié de 0,8%, mais dans ces 0,8%, il y a plus 4% d'effet de la variation des taux de change. Ce qui est frappant, c'est de revoir l'oil and gas progresser, ou du moins arrêter de régresser, et à nouveau, et ceci porte de façon intéressante sur la partie gaz, pas sur la partie pétrole.
on voit maintenant à nouveau des projets gaz significatifs au Moyen-Orient. Le repas lui-même a baissé de 1,8 à 1,2 million d'euros, et ceci est dû à une marge opérationnelle, à une baisse de rentabilité du contrat le plus contributeur, qui est un contrat avec ENEC, l'opérateur d'électricité des Émirats Arabes Unis, de production d'électricité des Émirats Arabes Unis. Et nous, on pense que cette baisse sera permanente. Donc, on en a tiré quelques conclusions sur, vous le verrez, l'impairment du goodwill résiduel sur notre segment staffing. Du repas au résultat net consolidé. Donc le repas fait 35,2, nous avons des charges sur actions gratuites ou de performance d'1 million d'euros. Nous avons la dépréciation du goodwill staffing, je viens d'en parler, de 6,1 millions, avec, une fois que cette dépréciation est constatée, il n'y a plus de goodwill résiduel sur l'activité staffing. Les capitaux employés au plan du bilan sont de 12 millions d'euros. Donc là, on est confortable, on est à l'aise avec ces 12 millions d'euros, sachant que l'essentiel de ces 12 millions d'euros est constitué de besoins de fonds de roulement avec des créances clients qui sont régulièrement encaissées. Les charges nettes non liées à l'activité, hors ces dépressions de goodwill, sont de 0,8 millions d'euros. La contribution d'Expléo Group est de 13,6 millions. Alors je rappelle qu'elle est constituée de deux éléments. Le premier, c'est le coupon sur obligation convertible de 9,1 millions d'euros. Je rappelle également que ces 9,1 millions d'euros sont en fait une quasi-mise en équivalence, puisque fondamentalement, les fonds propres et quasi-fonds propres d'Expléo sont constitués à la fois d'obligations convertibles et d'actions ordinaires. Ces obligations convertibles portent un coupon de 9% capitalisé année après année. La quote-part de résultat net, elle, est de 4,5 millions d'euros. Elle est affectée par une quote-part de coûts de restructuration en France, en Allemagne et au Royaume-Uni de 6 millions d'euros. Expléo Group continue d'adapter son management et ses effectifs pays par pays sur un certain nombre de secteurs. La charge d'impôt est d'11 millions d'euros. Elle est en progression sensible par rapport à l'année dernière. Finalement, il y a trois aspects qui expliquent cette progression sensible. Le premier, c'est la progression du résultat opérationnel, bien entendu. Le deuxième, c'est un mix géographique, avec un taux d'impôt en France qui est de quand même 34-43%, je me permets de le rappeler. Et le troisième, c'est un effet mécanique de la transformation du CICE qui était un crédit d'impôt non taxable en baisse de charges employeurs sur les salaires, qui lui constitue par conséquent à travers la baisse de charges un résultat taxable. Les autres éléments du résultat sont de moins 1,8 million, essentiellement le résultat financier et le résultat des activités cédées. Alors que veut dire le résultat des activités cédées? C'est un solde de garantie de passif sur Expléo Group. On en avait déjà à peu près 0,5 l'année dernière de mémoire. Pour moi, comment dirais-je, cette ligne de notre compte de résultat est close, au sens où nous ne voyons pas en l'état actuel des choses d'autres charges de ce type apparaître, sauf peut-être 20 000 euros. Enfin, bref, le sujet de la garantie des éléments limités de garantie de passif que nous avons donné dans le cadre de la session de contrôle, de la section de contrôle de notre ex-division GPS, ce chapitre est clos a priori. Le résultat net consolidé est donc de 27,9 millions d'euros. L'évolution de l'endettement net maintenant. Notre endettement net au 31/12/2018 était de 31,1 millions d'euros. L'impact positif sur positif au sens désendettement du free cash flow est de 17,5 millions, dont 39 millions d'EBITDA. Alors là, il s'agit de l'EBITDA hors application de l'IFRS 16. Je rappelle qu'en IFRS 16, l'EBITDA est gonflé avec
par les amortissements des droits d'utilisation figurant à l'actif du bilan consolidé, la contrepartie de ces amortissements étant dans un flux de financement, et qui est censé être le remboursement d'une dette financière ou d'une dette locative. Bien entendu, cette présentation a des effets, la présentation comptable a des effets de distorsion, puisque fondamentalement ça aboutit à créer un EBITDA, un cash profit qui n'existe pas. Ça revient à ça. L'application, la traduction du IFRS 16 dans le cash flow statement distord la réalité du cash profit. Donc c'est pour ça que nous présentons notre free cash flow hors incidence du IFRS 16. Nos investissements sont élevés cette année, ils sont de 16 millions d'euros. Ils sont gonflés par notre montant d'investissement informatique, ERP sécurité informatique qui est de l'ordre de 8 millions d'euros. L'effet net de la charge d'impôt, de la variation du besoin de roulement et des autres flux est de moins 6 millions. Nous avons choisi de présenter ça sous cette forme parce qu'il y a des effets comptables sur la façon dont on paye nos acomptes d'impôt. On les paye en utilisant nos créances d'impôt recherche. En conséquence, si vous voulez, vous avez en présentation comptable de l'impôt décaissé qui est compensé par une variation positive du besoin de fonds de roulement résultant de la diminution des créances d'impôt recherche. Donc, si vous voulez, la présentation la plus économique, c'est quand même la compensation des deux. Acquisition de titres et fonds de commerce, 22 millions d'euros. Dans ces 22 millions d'euros, il y a 12 millions et demi de compléments de prix Framatome. Il y a 7 millions au titre de l'acquisition d'Asco. Il y a 1 million au titre du rachat du dernier minoritaire dans un système Care. Et donc, ceci constitue l'essentiel des 22 millions d'euros. Il y a 15 millions de dividendes versés aux actionnaires et il y a 0,8 millions d'autres flux, c'est-à-dire pour amener un endettement net au 31/12/2019 de 51,6 millions. Pour votre information, ceci se traduit au plan bancaire, compte tenu des définitions retenues dans notre documentation bancaire, par un ratio de dette sur EBITDA de 1,36 comparé à un covenant financier de 3,75. Expléo Group maintenant. L'expléo a un chiffre d'affaires en progression de 4% à 1084 millions d'euros. Pour des raisons que j'ai déjà exposées dans des réunions précédentes ou dans des conférences calls, cette progression du chiffre d'affaires est quasi totalement le fait d'un effet périmètre, notamment la consolidation sur 12 mois de l'ex-SQS, maintenant requalifié, renommé Quality Management Consulting, QMC, chez Expléo, qui a été consolidé sur 11 mois en 2018, qui est consolidé sur 12 mois en 2019. La croissance organique ayant été affectée par trois phénomènes. Le premier, la perte d'un contrat aéronautique dans le courant de fin d'année 2018 au Royaume-Uni. Le deuxième, c'est un certain attentisme de Airbus Group, qui est le plus gros client d'Expléo Group, au premier semestre 2019, dans un contexte d'appel d'offres sur les segments sur lesquels Expléo Group est positionné chez Airbus Group, sur les activités, sur lesquelles Expléo Group est positionné chez Airbus Group. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Expléo Group s'en est bien tiré et son emprise sur les 10 activités a augmenté au résultat des appels d'offres. Le troisième point, c'est que QMC est en pleine, reconsidération de son business model, donc ou reconfiguration. Et cette reconfiguration s'est traduite par deux choses, une baisse du chiffre d'affaires et une augmentation de l'EBITDA. Donc l'EBITDA de l'ex-QMC est en ligne avec l'EBITDA moyen de Expléo Group au titre de l'année 2019. Donc cet EBITDA est de 128,2 millions d'euros en chiffre comptable,
Ce 128,2 comprend 19,6 millions d'euros d'incidence de l'application d'IFRS 16 à norme constante, c'est-à-dire si on compare l'EBITDA 2019 hors incidence de l'application d'IFRS 16 avec l'EBITDA 2018, qui ne comprenait aucune espèce d'incidence de cette même norme, la marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires passe de 9,5% à 10%. Je vais retransmettre le bâton au président pour la partie perspective. Bien, merci Philippe. Alors les perspectives, on est obligé d'avoir un préambule qui est de dire ces perspectives ont été établies il y a déjà quelques semaines, donc n'avait pas comme contexte ce qui est en train de se passer autour du coronavirus à l'échelle de la planète. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, lorsqu'on regarde les clients d'un système, on n'a pas de clients qui soient directement exposés et donc qui souffrent énormément des mesures de confinement, et par exemple comme les gens de l'hôtellerie, enfin vous savez. Donc on est à la fois forcément on est concerné. On a d'ailleurs très marginalement une petite équipe qui est confinée, je crois en particulier en Chine, mais à ce jour on ne voit pas de conséquences fortes directes sur notre activité. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. Je pense qu'on est peut-être plus exposé, par exemple, à ce qui va se passer au niveau du pétrole, c'est-à-dire l'épreuve de force aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite en particulier et la Russie. S'il s'avérait que ça dure et puis que ce soit un marché perdant-perdant, on a par le passé connu effectivement en Arabie Saoudite des périodes de ralentissement des investissements parce que ils avaient des difficultés de cash, de rentrée d'argent. Donc, ceci étant dit, notre prévision pour 2020, c'est un chiffre d'affaires de 530 millions d'euros. Alors, toujours pareil, avec une croissance plutôt tirée par le nucléaire. On a une bonne visibilité sur le nucléaire. On envisage une stabilité de la marge, ce qui est une performance, parce qu'ainsi que Philippe l'a dit, on a des investissements, j'allais dire globalement autour de l'informatique, ce qu'on fait autour du digital aussi nécessite pas mal d'investissements de formation, mais compte tenu du fait que le nucléaire est la partie qui croît le plus et que la rentabilité du nucléaire est quand même la meilleure, on est assez confiant sur la stabilité de la marge de repas. Et puis, bien sûr, un free cash flow qui soit de l'ordre de 4,5% du chiffre d'affaires. Voilà ce qu'on peut dire pour 2020. Maintenant, on est prêt à répondre à vos questions. Alors, vous n'êtes pas dans la salle, mais on a un petit écran sur lequel on peut lire vos questions et y répondre. Donc, je vous cède la parole, même si en l'occurrence, c'est plutôt je vous cède le clavier. Étoile 1, posez une question sur le téléphone. Encore une fois, c'est étoile 1 pour poser une question. Et la première question nous vient de Manu Pao de Gilbert Dupont. C'est à vous, monsieur. Oui, bonjour. J'aurais 2-3 questions, s'il vous plaît. La première, c'est sur Expleo. Est-ce que ce serait possible de détailler comment on passe de 128 millions d'euros d'EBITDA pour 100% à un code-part de 4,5 millions? C'était possible, Philippe, d'avoir un petit peu plus de détails sur ce point, ce serait intéressant. Ma deuxième question, c'était sur le démantèlement des centrales nucléaires, donc du coup, c'est un sujet d'actualité. Alors, j'avais en tête que votre discours était qu'il n'y avait pas de gros investissements d'ingénierie pour vous, mais bon voilà, est-ce que vous avez vu d'autres opportunités de business autour de ce démantèlement ou pas? Et ma troisième question, c'était sur la croissance externe. Voilà, vous l'évoquez un petit peu dans votre guidance, laissant sous-entendre peut-être que vous êtes assez avancé sur certains sujets. Est-ce que vous pourriez partager un peu quelques pistes avec nous, et est-ce que le contexte actuel, notamment sur
la chute des valorisations pourrait vous inciter peut-être à attendre un petit peu. Voilà, mes 3 questions. Je vais peut-être répondre rapidement sur le démantèlement parce que au-delà du fait que l'activité d'ingénierie dans le démantèlement, elle est probablement plus faible que l'ingénierie de construction, de toute façon aujourd'hui, il n'y a pas de marché. La décision d'arrêter Fessenheim, pardon, de toute façon, avant de rentrer réellement dans ce qu'on appelle du démantèlement, ça va prendre des années. Aujourd'hui, on arrête le réacteur, je veux dire, il faut le laisser refroidir, et les opérations sont des opérations de déchargement du combustible, et sont des opérations traditionnelles d'exploitation, de mise en sécurité, etc. Donc de toute façon, même si EDF voulait absolument accélérer le début du démantèlement, c'est-à-dire le démontage des gros équipements mécaniques, puis ensuite la démolition du génie civil, c'est dans 5, 10, 15 ans. Donc le marché du démantèlement, et en Allemagne c'est pareil. Donc de toute façon, aujourd'hui, personne n'a une idée précise de ce qui pourrait être, et c'est pas du tout un sujet d'actualité. Aujourd'hui, le démantèlement, c'est l'arrêt des installations, et c'est une opération d'exploitation normale. Le personnel d'EDF va rester encore de longs mois, voire des années, dans la centrale pour surveiller, les circuits vont continuer à tourner, donc vous voyez, donc c'est pas parce qu'on a arrêté Fessenheim que derrière on rentre en phase de démantèlement, non. Aujourd'hui, on va rentrer dans une phase donc de déchargement du réacteur. C'est la première étape importante, celle qui rend j'allais dire le redémarrage quasiment irréversible, c'est ça. Mais même en Allemagne, bon, même les centrales qui ont déjà été arrêtées, le démantèlement n'est pas commencé. Si on veut prendre une image, il va falloir laisser refroidir ça un certain nombre d'années. Et plus on attend, plus on sait que probablement va se simplifier le démantèlement. Voilà, donc définitivement, il n'y a pas de marché de démantèlement pour nous, et pour l'instant, il n'y a pas à court terme de marché de démantèlement. Alors, ça ne veut pas dire que des industriels vont pas s'y préparer, vont sûrement réfléchir à comment faire, peut-être est-ce qu'on veut utiliser un maximum de robotique, etc. Mais voilà, donc j'allais dire, reposez-moi la question en 2025, et là peut-être qu'on y verra un peu plus clair sur ce qui pourrait être le marché de démantèlement pour nous. Sur les bidas d'Expléo, je suis désolé, Emmanuel, je n'ai pas bien compris votre question. Pourriez-vous la répéter? Oui, ma question, en fait, elle était de savoir comment passer de l'EBITDA à votre code-part de résultat net, voir les soldes intermédiaires alors vous avez cité les restructurations, mais si c'est possible d'avoir. D'accord, ok. Alors, je dirais, je vais partir d'un EBITDA que je comprends mieux pour ce qui me concerne, qui est 109 millions d'euros. Et dans cet EBITDA de 109 millions d'euros, il y a ensuite de l'ordre un peu moins de l'ordre de 1,5% d'amortissement. Donc vous avez un EBIT qui fait 8,5% à peu près du chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez des charges financières qui représentent de l'ordre de 50 millions d'euros. Vous avez 25 millions de non-recurring costs, dont 16 millions de restructuration. Et puis d'ailleurs, après, vous avez une charge d'impôt relativement faible. Compte tenu, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai retenu dans notre présentation que les charges de restructuration, puisque dans les charges d'impôt ont été améliorées en quelque sorte par l'activation d'un impôt différé actif de 7 millions d'euros. Donc, il me semble que la comparaison pertinente, ce sont les 16 millions de charges de restructuration. Donc voilà ce que ça donne à peu près pour un résultat net de 12 millions d'euros. Notre quote-part dans ce résultat net étant de 38%, c'est-à-dire 4,5 millions d'euros. Alors voilà les ordres de grandeur. Je rappelle que dans les charges financières, il y a deux éléments. Il y a d'une part les charges sur obligations convertibles et d'autre part les charges sur la dette bancaire. Les charges sur la dette bancaire, c'est de l'ordre de 30 millions d'euros. Donc il y a un petit peu plus de 50 millions d'euros, un peu moins de 30 millions d'euros, et le solde étant
les charges sur obligations convertibles. Donc nous, on représente 9 millions avec 40%, 38%. Donc ça fait à peu près 20 millions d'euros, un peu plus de 20 millions d'euros de charges sur obligations convertibles. Vous avez une cinquantaine de millions d'euros de charges financières. Je ne sais pas si, Emmanuel, ça répond à votre question, mais voilà l'éclatement indicatif de l'ordre du compte de résultat de Expleo. Ok, très clair. Et si je peux me permettre de rajouter un tout petit point sur la dette d'Expleo en fin 2019. Alors la dette comptable d'Expleo est de 436 millions d'euros. Elle prend en compte un programme de factoring d'environ 70 millions d'euros. Factoring sans recours d'environ 70 millions d'euros. Donc voilà les ordres de grandeur. Donc je dirais que moi je raisonne sur une dette de l'ordre de 500 millions d'euros. Ok. Je vous Sur le M&A. une question sur la tablette, donc qui est: avez-vous changé d'opinion sur le staffing MPH qui est très cyclique et peu profitable? Alors, forme de boutade, je dirais, effectivement, de quelle opinion parlez-vous? Alors, je vais préciser. Une opinion qui n'a pas changé, c'est que le staffing n'est pas quelque chose de stratégique dans notre projet à système. J'allais dire, même avec le projet que nous avons, c'est plutôt une activité qui est parallèle, mais il y a peu de synergie. Ceci étant, dès lors que ça ne nous consomme pas de cash, l'idée c'est, si un jour on s'en sépare, c'est pour gagner un peu d'argent. Alors aujourd'hui, il se trouve que dans les activités de MPH, il y a quand même encore une part importante d'oil and gas, et avec ce qui vient de se passer sur le prix du dollar, on peut penser qu'il va y avoir des ralentissements sur le démarrage, la construction des nouvelles installations, et donc MPH risque peut-être de souffrir dans les mois qui viennent. Donc de toute façon, on conserve MPH, on continue à en améliorer les performances, mais effectivement stratégiquement, à moyen terme, MPH n'a pas vocation à rester dans le périmètre du groupe. Même si on sera attentif malgré tout à garder l'accès à MPH, a priori, pour un certain nombre de projets pour lesquels MPH nous est utile. Donc, je vais répondre à la troisième question d'Emmanuel sur le M&A. Le M&A aujourd'hui, quelles sont nos priorités? Premièrement, nous regardons ce que nous pouvons faire en matière d'établissements significatifs en Inde. Aujourd'hui, l'idée consistant à acquérir une société d'ingénierie d'infrastructure en Inde, le cas échéant, comprendrait 3 volets. Le premier, ce serait évidemment, si on achète une société, d'entretenir son fonds de commerce existant, qui serait largement un fonds de commerce du type, parce que c'est ça qui se fait en Inde actuellement, construction de terminaux d'aéroports et construction de routes, alors de routes au sens routes complexes, hein, pas forcément des routes municipales, et éventuellement traitement de l'eau. Le deuxième volet serait de permettre un accès plus grand à des capacités d'offshoring, d'offshoring sur par exemple des activités de detail design. Et le troisième serait en avance de phase de préparer une plateforme d'ingénierie au service d'EDF dans le cadre du projet Jaitapur de construction d'EPR en Inde. Le deuxième volet, c'est nous recherchons une société d'ingénierie compétente en matière de technologie VVER, la technologie de réacteurs sous eau pressurisés de Rosatom, pour servir le marché d'Europe centrale. Le troisième volet, c'est élargir nos capacités en project management, d'une part au UK, d'autre part aux Émirats arabes unis. Et le quatrième volet, c'est un volet plutôt très technique, de petites acquisitions bolt-on
dans le domaine du digital. Deux exemples. Une toute petite acquisition en cours, et là on est vraiment dans le recrutement de 5 personnes sur un fonds de commerce de réalité virtuelle, et une deuxième possibilité d'acquisition de capacités techniques en matière de scan 3D et de réalité augmentée sur des maquettes numériques. Alors ça c'est vraiment dans le domaine du technique. Voilà nos pistes de réflexion. Est-ce qu'on est certain qu'une de ces pistes, sur le digital, là on est vraiment dans les petites choses techniques, donc ça va se produire a priori. Sur les autres pistes, non, on n'a pas de certitude que ça débouche en 2020. On a des démarches en cours assez actives, donc ça peut déboucher ou ça peut ne pas déboucher. Voilà. Donc voilà où on en est en M&A sur nos démarches. On travaille activement, en tout cas, sur l'ensemble de ces pistes. Alors, il y a une question sur les chiffres. Alors, non, je lis que notre objectif implique une croissance organique de 3,5%. Alors non, ce n'est pas 3,5%. Voilà. Mais oui, alors l'effet périmètre d'ASCO, c'est quand même notre effet périmètre net estimé sur 2020, c'est 7 millions d'euros. Pourquoi 7 millions d'euros? Parce qu'on a de l'ordre de 13 millions d'euros sur ASCO. On a cédé un fonds de commerce résiduel dans l'intégration de système auto qui fait moins 2,5. On envisage de déconsolider au second semestre notre activité d'hiver qui fait 4 millions d'euros. Donc on a intégré ça dans nos hypothèses. Donc ça fait moins 4. Donc ça fait 13 moins 6,5, ça fait à peu près 7 millions d'euros. Donc si nous croissons, si notre chiffre d'affaires croît d'un peu plus de 6%, il faut retirer. Par ailleurs, on a intégré dans nos hypothèses un léger effet change négatif de 2 millions d'euros. Donc ça donne une croissance organique qui est plutôt autour de 5%, plutôt que 3,5%. Donc l'hypothèse sous-jacente de croissance organique des 530 millions d'euros, c'est 5%, pas 3,5%. Alors ces 5% comprendront, comme l'a dit Dominique, une composante nucléaire plus forte que la moyenne pondérée. Nous envisageons un staffing stable et nous envisageons une croissance du ET&I comme cette année relativement faible, compte tenu de la sélectivité que nous avons décidé de mettre en œuvre dans le déploiement de ces capacités d'ingénierie hors nucléaire. Il faut souligner que une croissance organique de 7% peut-être en nucléaire est une croissance organique qui suit 2 années de croissance quasiment à 20%. Faut pas oublier ce point. Hein, voilà. Il y a un effet de base important. Je rappelle les chiffres. En 1997, non, pardon, en 2017, veuillez m'excuser, je fais un retour dans le passé. En 2017, notre chiffre d'affaires nucléaire était de 205 millions d'euros. En 2018, il était de 251 millions d'euros. En 2019, il a été de 302 millions d'euros. Donc, je voudrais simplement nuancer donc les questions de ralentissement de croissance organique. Nous pensons que l'essentiel de la progression de notre chiffre d'affaires en 2020 sera comme en 2019 composé de la croissance en ingénierie nucléaire. Nous visons une 30aine de millions d'euros sur cet ensemble-là. Merci. Pour rappel, c'est étoile 1 pour poser une question. On passe à la deuxième question de Mathieu Lavillonière de Invest Securities. C'est à vous, monsieur. Bonjour, merci de prendre ma question. Enfin, mes questions, j'en ai 3. La première, c'est juste pour revenir sur la guidance dont vous venez de parler. Est-ce que vous avez intégré, une petite marge d'erreur au vu de l'incertitude du contexte
Et si oui, est-ce qu'on pourrait savoir voilà les choses sur lesquelles éventuellement vous intégrez un petit peu de prudence? Ça c'est la première question. La deuxième, c'est pour revenir sur l'aspect sensibilité éventuellement au pétrole. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu plus dans le détail sur le contrat CACER notamment, c'est-à-dire je crois comprendre que le ramp-up de l'activité est un petit peu terminé. Si vous pouviez préciser un petit peu, voilà, jusqu'à la durée des missions sur lesquelles vous êtes engagé, les missions sur lesquelles vous envisagez de vous positionner. Est-ce que vous êtes confiant à ce stade sur ces perspectives? Et la troisième question, c'est on avait évoqué l'an dernier éventuellement des rachats d'actions. Au vu du contexte de marché un peu chahuté, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez plus sérieusement, ou est-ce que au vu des projets que vous avez en termes de M&A, c'est pas d'actualité à ce stade? Merci. Sur la guidance, non, on est vraiment dans une hypothèse, on n'a pas pris en compte ça. Je veux dire, une fois de plus, c'est récent, hein, je veux dire, quelles sont les zones à notre avis de points d'interrogation? Il y a l'activité, je dirais, Draticon. En building infrastructure, c'est un peu plus de 20 millions d'euros. Ça peut ralentir. Comme l'a dit Dominique, on pourrait voir quelques ralentissements dans l'activité oil and gas de staffing, mais l'incidence en résultat serait relativement faible. Est-ce que pour le moment on voit dans le cœur de nos activités nucléaires des difficultés? Non, on les voit pas. Évidemment, s'il y avait à un moment donné des mesures de confinement sanitaire étendues, ça pourrait avoir des incidences. On est en train de s'organiser pour permettre, le cas échéant, de continuer la réalisation de nos projets avec du télétravail. Maintenant, si jamais un site, par exemple, était fermé, nos activités sur site seraient affectées, clairement. Donc, on n'a pas vu ça pour le moment. C'est pour ça que dans notre communiqué de presse, on a indiqué qu'on n'avait pas identifié d'impact significatif potentiel, même si évidemment on peut pas assurer qu'il n'y en aura pas. Donc tout le monde on n'est pas une activité de manufacturing, hein, donc on n'a pas d'usine en Chine, on a une activité, Expleo a une activité en Italie mais limitée, ceci peut affecter évidemment l'activité de QMC en Italie. Expleo n'a pas d'activité d'engineering en Italie, mais il y a une activité de software testing et de consulting. Voilà ce qu'on peut dire, je veux dire, sur ce sujet. Je sais pas si Dominique a plus à dire que moi sur ce sujet. Non, il y avait le volet CACER, mais là qui est totalement indépendant du pétrole dans l'occurrence. Là, c'est Alors, CACER va générer un chiffre d'affaires en 2020 légèrement inférieur à celui de 2019, puisqu'on est en période de finalisation du projet. Cela dit, cette finalisation est prévue pour juin 2021. À notre connaissance, aujourd'hui, le CACER veut étendre un certain nombre de missions à un examen plus détaillé du deuxième site, du site voilà, donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise sur le contrat CACER en termes d'extension des missions. Voilà donc en tout cas le projet se déroule conformément à nos engagements et nous avons jusqu'à maintenant reconnu une marge de façon conservatrice sur CACER, compte tenu, nous n'avons pas levé les aléas que nous avions intégrés dans nos projections de marge. Quand on fait de la comptabilité de projet, si vous voulez, d'un grand projet comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On projette une marge, y compris aléas, et on libère les aléas plutôt en fin de projet. Si vous voulez, aujourd'hui, nous considérons que la façon dont nous avons intégré les résultats de ce projet dans nos résultats consolidés est prudente. Voilà.
Voilà ce que je peux dire sur KKR, indépendamment de l'évolution du chiffre d'affaires. Probablement une partie des aléas sera consommée. Est-ce que la totalité des aléas sera consommée? C'est pas notre scénario central aujourd'hui. Quant au rachat d'actions, nous avons comment dirais-je, un programme en cours. Dans le contexte actuel de cours, nous achetons des actions dans la limite des limites permises en termes de pourcentage d'intervention de ce genre de programme sur le marché. Donc, notre limite, la limite d'achat de ce programme est de 30 €. Alors, donc, il est en cours. Mais ça peut pas représenter des volumes considérables, ne serait-ce qu'en raison de la limite indiquée en termes de pourcentage d'intervention sur le marché du dit programme. Merci beaucoup. Pardon? Merci. Nouvelle fois, c'est étoile 1 pour poser une question par téléphone. Et nous n'avons plus de questions pour le moment. Je vous propose d'en rester là pour ce matin. De toute façon, vous savez où nous joindre si vous avez des remords, des nouvelles questions. Merci et bonne journée. Au revoir.